Donc je vais appeler Pascal Triboulot notamment, directeur honoraire de l'ENSTIB, avec Fanny Silvestri, Arnaud Gaudevin, Fabienne Delabouglise, Éric Prestra et Héloïse Matuzac. Je vous remercie tous. Vous allez pouvoir un peu faire cet échange autour de cette attractivité des métiers. On n'a pas mis d'école d'architecture, mais c'est pas grave parce que je pense que de toute façon on pourra en parler aussi. Nous, on a beaucoup d'étudiants en architecture qui retournent ensuite au métier du fer, notamment aux charpentes, etc. Mais les échanges ne sont pas assez prononcés, on en a parlé ensemble. Et donc voilà, j'espère en tout cas qu'on pourra dans le futur avoir ces échanges entre artisans, ingénieurs, architectes et toute la filière. Et donc je te laisse la parole et je vous remercie tous. Merci beaucoup. Alors, j'ai été présenté, donc je n'insiste pas. Si le Forum Bois Construction a inscrit dans son programme un sujet sur l'attractivité des métiers, c'est que vraisemblablement il y a un problème d'attractivité des métiers dans notre filière. Sinon, si ce n'était pas un problème, on ne l'aurait pas évoqué. Alors pour essayer d'y voir plus clair, je vais juste vous donner quelques éléments chiffrés pour bien comprendre comment se positionnent les métiers de notre filière qui aboutissent à toutes les merveilles que l'on est amené à voir aujourd'hui au Grand Palais, sachant que ce qui est important pour l'avenir d'une filière, ce sont les jeunes générations qui vont les porter. L'avenir d'une filière, ce n'est pas des vieux croutons comme moi qui vont la porter, mais c'est des jeunes, et on en a deux jeunes femmes d'ailleurs. Je n'ai pas dit que les autres n'étaient pas jeunes, mais un peu moins. Quelques chiffres. Alors déjà, pour prendre un peu de recul et voir si le problème est un problème national ou un problème international. Une enquête de l'OCDE il y a quelques années, qui porte sur les velléités de formation des jeunes européens, que ce soit des garçons ou des filles, montre que l'appétence pour les secteurs de formation, c'est avant tout le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement, le secteur de la communication, et quelque chose qui pourrait nous intéresser arrive en 4e position, le secteur de l'ingénierie, mais uniquement sur les segments informatique et communication. Et le secteur de l'architecture arrive en 11e position. Si je prends les chiffres d'il y a 2 ans sur Parcoursup, vous connaissez tous Parcoursup, vous avez des enfants, le truc qui fait peur à tout le monde. 50% des souhaits sont orientés, là encore, vers le domaine de la santé, 30% vers le domaine du commerce, 12% vers le domaine du droit, et il n'y a pas grand-chose d'autre que ces 3 grands secteurs. Après, c'est marginal. Si je prends maintenant au niveau des formations d'ingénieurs, m'intéresse plus, j'ai été directeur d'une école d'ingénieurs du bois pendant un moment, les préoccupations des étudiants. Ça, c'est une enquête de la conférence des grandes écoles. La première préoccupation des jeunes générations qui souhaitent rentrer en école d'ingénieurs, c'est d'abord les changements climatiques, ce qui semble à peu près normal. La deuxième préoccupation, c'est essayer d'apporter une contribution pour résorber le problème des inégalités sociales. Le troisième secteur, c'est l'éducation. Et finalement, gagner des sous, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, ça n'arrive qu'en 12e position. On a des chiffres qui sont intéressants. Toujours dans la même enquête, si on demande aux jeunes qui sont en école d'ingénieur dans quel secteur ils veulent exercer leur talent, arrive en première position l'environnement, en deuxième l'énergie, en troisième position l'humanitaire, et en 12e position, il ne reste plus que 3 derrière, le bâtiment. Voilà. Autre élément important, si on se projette un petit peu, là je prends une enquête, un travail de France Stratégie, si on se projette à horizon 2030, le secteur qui aura le déséquilibre le plus important, c'est-à-dire où le plus grand nombre d'emplois vont disparaître par rapport à leur remplacement, le plus important, c'est un secteur qui concerne l'agriculture, la sylviculture
et le secteur des bûcherons. Confirmera. Donc voilà, donc ce que je vous dresse comme panorama là n'est pas un panorama très optimiste, soyons clairs. Hein, en termes d'attractivité des métiers, ma collègue l'a dit, dans notre filière, pour que ça fonctionne, cette filière forêt-bois qui va évidemment jusqu'à la construction, il faut bien avoir conscience qu'il y a un certain nombre de segments qui sont indispensables. Il faut déjà une forêt qui produise du bois, ça me paraît assez évident. Donc avec les acteurs qui vont avec, qu'ils soient sylviculteurs ou ETF. Il faut des gens qui fassent de la première et de la deuxième transformation pour faire des produits d'ingénierie. Et là, il y a un problème, enfin il y a un problème, il y a une réalité aussi, c'est que le niveau de technicité a augmenté et que les profils ont changé. Puis il faut évidemment des architectes, mais dans les écoles d'architecture, le problème de l'attractivité ne se pose pas. Donc j'ai aussi en tête une autre situation internationale. Vous n'avez vraisemblablement jamais entendu parler de l'Erreur boréale. C'est un film qui est sorti en 1999 au Québec, qui a été réalisé par un artiste qui est chanteur, qui s'appelle Richard Desjardins. Et ce film, l'Erreur boréale, a stigmatisé complètement tout le domaine de la foresterie. Ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le résultat immédiat de tout ça, c'est que les effectifs dans l'université de référence au Québec et l'université Laval, les effectifs en ingénierie du bois ont chuté de 60% dans les années qui ont suivi. Et les formations de type BTS, que ce soit dans le domaine de la forêt ou de la transformation du bois, là encore, ont subi une chute catastrophique d'effectifs qui a conduit également jusqu'à la fermeture de certaines formations. Donc voilà, l'attractivité des métiers dans notre filière forêt-bois. Aujourd'hui, on est tous heureux, on est tous convaincus de la construction bois, c'est l'avenir du monde. Mais il y a un certain nombre d'éléments, d'ingrédients indispensables. Et ceux qui concernent l'attractivité dans cette filière-là, ils sont loin d'être simples. Alors pour essayer de répondre à tout ça, je vais faire les présentations, comme ça je vous évitera de le faire pour vous-même. Hein. On a invité donc Fanny Silvestri, qui est jeune ingénieure en formation à l'ESB. On a invité Fabienne de la Bouglise qui est là, hein, qui s'occupe à Fibois, c'est Hauts-de-France, toi, hein, du volet attractivité des métiers. C'est dire que si vu du terrain, là encore, on s'intéresse à ça, c'est qu'il y a un souci. On a invité Éric Presta, qui est proviseur du lycée forestier de Crony. On a invité notre ami Arnaud Godevin, que tout le monde connaît dans la filière et qui était pendant longtemps responsable de formation. Et puis on a invité Héloïse, qui est là à droite, hein, qui est une jeune élève en formation à l'ENSTIP d'Épinal. Alors je vais être un peu directif parce qu'on n'a que 20 minutes. Donc je vais d'abord poser une première question à Fabienne. Hein. Fabienne, ce que je raconte se traduit vraisemblablement sur le terrain par des tensions sur un certain nombre de secteurs, de segments de la formation, enfin plus exactement du domaine. Donc la question que je lui avais envoyée est la suivante. Existe-t-il aujourd'hui une bonne adéquation entre les besoins du secteur forêt-bois et les effectifs formés en France? Et quels sont les métiers et les niveaux de formation en tension? Fabienne, je te laisse la parole. Eh bien, je n'en ai aucune idée et je pense que personne ne sait en fait s'il y a effectivement adéquation. Je pense que sur en fait la vraie question, c'est pas tellement le nombre de gens qui sortent de formation, de savoir si ça correspond aux besoins, c'est le fait qu'on n'a pas assez de gens qui rentrent en formation en fait. Donc de manière générale, on peut se dire que il manque du monde de toute façon, puisque l'ensemble de la filière est en pénurie de recrutement. À tous ces maillons, alors à une intensité variable selon les maillons, mais globalement tout le monde cherche et tout le monde a du mal à trouver.
parfois a du mal à garder aussi, parce que là, je pense que vous êtes sur des métiers forestiers, vous pourrez en parler. Il y a aussi cette question de l'image qu'on se fait d'un métier et de sa réalité. Donc, en termes d'effectifs, je pense qu'effectivement, d'abord, l'offre de formation, elle n'est jamais faite par hasard, elle est montée sur une base académique, mais qui s'appuie sur les besoins des entreprises, donc elle n'est pas montée comme ça au fil de l'eau. Par contre, clairement, voilà, notre vraie question, c'est la question de l'effectif. Et je dirais aussi que, pour moi, il n'y a pas forcément de nouveaux métiers, mais plutôt de nouvelles façons d'exercer des métiers. Je pense que c'est plus ça maintenant la problématique. Ayant un peu blanchi sous le harnais de la formation et de l'emploi, ça me rappelle beaucoup les débats qu'on a eus il y a 10, 15 ans, 20 ans sur les métiers du développement durable. Voilà, en fait, tout le monde me disait, mais c'est quoi les métiers du développement durable? Mais il y a une façon d'exercer son métier dans une logique de développement durable. Là, les métiers de la transition, c'est pareil. Et aujourd'hui, on a des enjeux dans la filière forêt-bois qui sont très prégnants, qui sont importants. Si on commence à les développer maintenant, ça va prendre tout le temps, mais si on se dit que dans les métiers forestiers, il y a la question d'adaptation au changement climatique et le fait de pouvoir gérer des échecs de plantation, de pouvoir gérer des nouvelles essences, ça c'est une autre façon d'exercer son métier, mais ce n'est pas un nouveau métier, c'est juste qu'on l'exerce différemment. Sur la réglementation environnementale 2020 et sur le fait qu'on va construire de plus en plus en bois en biosourcé, les métiers fondamentalement du bois ne changent pas. Par contre, la façon de les exercer change. Et ça, c'est des choses qui sont... À la limite, c'est presque une bonne nouvelle dans le sens où on n'a pas besoin forcément de changer les référentiels. Donc, c'est moins lourd administrativement et académiquement. Par contre, ça nécessite de s'approprier cette marge de manœuvre-là pour pouvoir exercer et préparer ça. Je prends juste un dernier exemple là-dessus. C'est par exemple le fait d'intégrer de l'isolant biosourcé dans des matériaux, dans des constructions à base de bois. Forcément, on fonctionne différemment. Et ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut se former à cette particularité-là. Ce n'est pas un nouveau métier, c'est une nouvelle façon d'exercer. Mais encore une fois, le problème majeur, c'est l'attractivité. Donc, c'est de faire venir les gens vers ces métiers-là. Merci. Alors, tu as quelque part illustré dans ton propos, à la fin de ton intervention, le problème de l'attractivité. Comment on rend notre filière attractive ? Alors pour continuer à camper un peu le décor, un des premiers maillons, c'est évidemment la forêt. La forêt, les travailleurs de la forêt, ce qu'on appelle les ETF. Sans eux, c'est un maillon extrêmement sensible. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure sur un secteur qui va être encore plus en tension qu'il n'est actuellement. Et d'un point de vue sociétal, c'est un métier, de bûcheron aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu dangereux. Pas seulement parce qu'on manipule des engins, même si la mécanisation fait que ça l'est beaucoup moins, mais parce que vis-à-vis de la société, globalement, le bûcheron, c'est pas quelqu'un qui a des incidents en forêt, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a un incident en forêt, entre des gens qui se promènent et des gens qui font leur métier. Dans ce contexte-là, on va demander à notre collègue proviseur de nous dire son ressenti, ce problème d'attractivité, et comment il arrive à attirer des jeunes dans ce secteur de formation. Bien, bonjour. C'est évidemment une problématique qui est partagée. Je vais vous donner le contexte de mon établissement. Donc, moi, je suis en poste depuis le mois de septembre, mais je connais bien le domaine forestier, la formation forestière, pour y avoir été enseignant en machinisme forestier pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, le lycée forestier de Crony, c'est 160 élèves. Qui est situé au sud-ouest de Troyes. Évidemment, la forêt, ça ne s'apprend pas en ville, ce qui veut dire que forcément, le lycée, il est excentré d'une zone attractive. Et donc, la mobilité va être un des éléments qui est un frein pour aller se former au métier de la forêt. Nous, on a la chance à Crony de disposer d'une forêt de 140 hectares d'application, qui est une forêt qui appartient à la région, mais qui est gérée intégralement par nous, évidemment, sous l'égide de l'ONF, puisque c'est une forêt publique. À côté de ça, on a un centre de formation d'apprentis avec une 60aine d'apprentis uniquement en forêt. Et puis un centre de formation pour adultes qui gère à peu près 60 000 heures stagiaires par an. On a beau mutualiser nos forces, on a beau multiplier les actions de promotion, de communication, on est confronté à une réelle difficulté. C'est comment faire connaître les métiers de la forêt et du bois, puisqu'on forme sur toute la filière, auprès du grand public. Alors, à mon arrivée en septembre, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne m'a pas attendu pour que les choses avancent, bien évidemment. Donc, je me suis rapproché de l'interprofession, en particulier FIBois.
Et puis, j'ai essayé de m'appuyer sur les réseaux de communication que pouvait utiliser l'interprofession, qui est quand même un domaine d'ampleur. Et on a essayé de l'adapter à l'échelle de notre établissement, sachant que j'ai la chance, moi, de faire partie d'un campus qui comprend 3 sites de formation, campus des Terres de l'Aube. Donc un qui est situé juste à côté de Troyes, un à Crony, donc à côté de Chaours, qui est célèbre pour son fromage, et puis Bar-sur-Seine, qui est un centre de formation exclusivement réservé au métier de la vigne et du vin. Cette structuration nous permet de démultiplier les forces de communication. Donc on a commencé par organiser nos réseaux de communication, on a structuré une stratégie globale et puis ensuite une identité importante sur le site de Crony puisque depuis 1963 c'est un établissement qui ne forme qu'au métier de la forêt et du bois. Donc c'est très spécifique, on est le seul lycée en France à disposer de cette forêt d'application. Donc forcément on est effectivement certainement un peu expert dans la matière, mais en contrepartie on a mis tous les œufs dans le même panier, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ça nous offre une forme de fragilité. Donc on travaille sur la communication, le fait d'avoir vu préalablement Very Wood Work travailler, je me rends compte qu'on est dans le bon mouvement. On a la chance quand même de pouvoir s'appuyer sur une profession qui met son corps et son âme pour assurer, là encore, le renouvellement de génération, en particulier sur la filière ETF, puisque c'était principalement ta question. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, en forêt, on a, dans mon coin, ce sont des forêts plutôt de feuillus, où le bûcheronnage manuel est encore très présent. L'image du bûcheron avec la barbe de 60 cm et la chemise à carreaux, on va essayer de la casser. La profession nous aide. On essaye de faire comprendre aux gens qu'effectivement, c'est un métier où il peut y avoir des dangers. On a récemment organisé un exercice grandeur nature en notre forêt avec les spécialistes de la sécurité en forêt. Mais là, l'idée, c'est qu'on puisse créer des événements grand public. C'est-à-dire que, par exemple, samedi qui arrive, on va mettre une abatteuse sur la place d'hôtel de ville de Troyes. Alors, ça va certainement un petit peu choquer. On essaie d'organiser un peu les choses avec la profession pour simplement communiquer, faire savoir que les métiers de la forêt et du bois sont attractifs. J'ai entendu tout à l'heure, pas forcément par les avantages financier, je ne suis pas complètement partisan de cette remarque. Moi, je pense qu'on a la chance d'avoir une profession qui s'adapte à ces difficultés de recrutement, qui offre une forme de souplesse à ses futurs salariés, en faisant des semaines sur 4 jours, en optimisant, en ayant des primes de productivité, etc. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un confort qui n'existait pas en forêt. Moi, je sais que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un certain nombre de forestiers dans leur milieu, avec des équipements qui sont de plus en plus légers, avec, c'est simple, un bûcheron qui va passer ses 8 heures ou 7 ou 8 heures par jour en forêt, il a besoin de se restaurer dans de bonnes conditions de midi, il a besoin d'avoir du matériel pour pouvoir se sentir bien et simplement réaliser son métier dans de bonnes conditions. Donc ces choses-là s'améliorent, il faut simplement qu'on le fasse savoir. Et en parallèle, on a toujours eu une difficulté dans l'information, c'est de rester collé avec le milieu professionnel. On essaye. Alors c'est le cas à Crony, c'est certainement le cas dans les autres centres de formation, de rester collé et essayer d'avoir cette mesure d'avance pour essayer de convaincre les familles, pour essayer de convaincre les jeunes et les moins jeunes, puisqu'on a un centre de formation, de promotion pour les adultes en reconversion. Tout est mis en œuvre pour essayer de séduire et surtout de faire savoir. Au niveau du grand public, c'est la première étape. Et ensuite, si on atteint un degré de technicité plus spécifique, là, l'objectif, c'est évidemment de les faire venir chez nous et on prend le temps de les recevoir parce que c'est aussi l'accueil, quelque chose de dominant dans nos formations agricoles publiques. Merci. Alors, la question que je voudrais poser à Arnaud, pendant longtemps, on va en faire un peu un focus sur les écoles d'ingénieurs, si vous le permettez, qui sont dédiées au bois. Pendant longtemps, on a pensé que la dimension environnementale des métiers de la filière, d'ailleurs on le voit ici à travers la montée en puissance des écomatériaux, on a pensé que cette dimension environnementale elle serait suffisante pour rendre attractives les formations dans notre filière. Donc pour attirer davantage de candidats dans nos organismes de formation. Or, si on regarde un peu les chiffres, sans citer personne, mais en faisant dans le global, le nombre d'intégrés dans les écoles d'ingénieurs spécialisées dans le bois. Chers amis du forum, pause café offerte par Jowatt. Dédicace à côté de la librairie du compagnonnage. Ces effectifs ont fondu de 30% en 7 ans. Et si je regarde les candidats, c'est ceux qui veulent rentrer,
en particulier les gens qui viennent de CPGE, les candidats d'origine, on peut dire qu'ils ont été divisés par un facteur 3 à 4. Donc aujourd'hui, plus personne ne fait le plein. On a beaucoup alerté la profession sur le problème. On n'est pas certain d'avoir été entendu ou écouté. Donc j'aimerais bien avoir le point de vue d'Arnaud sur ce sujet. Il y a plein de choses à dire. Mais comme c'est la pause café, il va falloir que je fasse vite. Comme c'est la pause café, on peut faire moins de café et plus de... de propos. Oui, alors je partage effectivement les constats que tu fais sur la désaffection d'une manière générale pour les ingénieurs et en particulier pour nos secteurs que sont les secteurs de la forêt et du bois. Le premier constat que je fais, c'est que si nos établissements ont des idées pour la filière, je ne suis pas sûr que la filière ait des idées pour nos établissements. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que n'est filière que l'ensemble des acteurs qui contribuent à la transformation d'un matériau. Or, la formation et la recherche font partie de ces éléments, de cette chaîne pour la transformation. Or, manifestement, on a un petit peu de mal à créer une véritable politique. Les gamins, tout petits, quand on leur demande quel métier ils veulent faire, ils ne vous parlent pas d'école. Ils veulent être pilote de ligne, ils veulent être médecin, et puis après, ils regardent par quelles étapes il faut passer. Donc, si on n'a pas un travail de fond avec la filière pour, d'une part, identifier les messages clés, alors on a vu tout un tas d'exemples au cours de la journée, mais surtout massifier le propos, avoir, comment dirais-je, une forme d'harmonie dans nos prises de parole, ça devient compliqué de se faire entendre. Tu le disais à très juste titre, la filière bois, elle se situe dans les 11e, 12e rangs dans l'ensemble des secteurs qui peuvent attirer des jeunes. Ça veut dire qu'il y a 10 autres secteurs qui ont, comme nous, envie de recruter et qui vont le faire avec plus ou moins de facilité, mais on part en 10e ou 11e position. Donc si on ne prend pas conscience de ça et si on ne cesse pas de se dire quel beau matériau, on a le meilleur matériau du monde et parce qu'il y a du boulot et parce que le bois c'est naturel, on va avoir des jeunes, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Donc partant de là, relevons nos manches, allons voir nos instances et essayons de les convaincre que cette question de l'attractivité, eh bien, il faut s'en emparer collectivement et faire en sorte que les différentes initiatives soient effectivement, comment dirais-je, harmonisées. Merci. Alors, on est obligé d'aller vite. On va laisser la parole à nos deux jeunes collègues, parce qu'elles, finalement, ont été prises dans le filet de l'attractivité de notre filière. Donc on a la chance d'en avoir deux jeunes femmes d'ailleurs. On commence par vous. Finalement, pourquoi vous avez fait ce choix d'orienter ce qui va être vraisemblablement votre carrière professionnelle dans cette filière-là? Quels ont été les éléments déterminants? Quels ont été les éléments qui vous ont fait dire « moi, c'est ça que je veux faire » Alors j'avoue que c'était pas le choix premier. Un peu comme tous enfants, j'avoue que je voulais être pilote de ligne. Bon, après, voilà, on reste un petit peu plus les pieds sur terre. Mais c'est vrai qu'au collège comme au lycée, j'étais dans des bâtiments 100% en béton. Et même après réhabilitation, c'était encore avec du béton en apparence. Donc, j'ai jamais été témoin. Enfin, mes parents n'avaient pas de maison en bois. Enfin, j'avais jamais vu ça. Et j'avoue que l'image du bois qu'on m'a toujours donné, qu'on m'a toujours parlé, c'est si tu veux aller dans le bois, tu seras menuisier ou si tu es un peu plus artiste, tu seras ébéniste, mais puis c'est pas trop pour les femmes. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Mais donc c'est vrai qu'après, moi je voulais un peu plus un métier avec du challenge, du défi. Et en découvrant, je voulais quelque chose qui ait du sens. Et pour pouvoir aller vraiment dans un monde meilleur, effectivement. Et je me suis dit qu'avec le bois, en plus un matériau qui pousse, qui absorbe le carbone pour grandir, c'était quelque chose de majestueux, exactement. Et donc j'ai choisi de me diriger après le lycée, un lycée général, dans le bois. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai fait mon chemin. Mais honnêtement, pour être transparente, je l'ai fait toute seule. Et j'ai dû aller creuser la question
Parce qu'effectivement, dans les beaux salons pour les étudiants, pour l'orientation, il n'y a pas trop... Il n'y a pas de grands stands de filière bois. Héloïse. On m'entend? Oui. Bonjour à tous. Comme Fanny, moi j'étais un peu perdue, complètement perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais en quête de sens. Avant d'intégrer l'ENSTIB, moi j'ai été déscolarisée. Je travaillais aux côtés d'enfants handicapés et je faisais de la permaculture. Hein. Donc le social et l'environnemental, c'était ma quête de sens. Et par hasard complet, je me suis rendu compte en fait que je voulais plus. Je voulais vraiment agir. Et j'ai cherché une école d'ingénieur qui avait du coup ces piliers d'environnement et de sens et de social. Et j'ai trouvé l'ENSTIB, donc voilà, et je suis très ravie d'y être aujourd'hui. Je suis tombée folle amoureuse de cette école, folle amoureuse de la filière. Je suis ravie d'être ici, hein, dans ce panauditorium où j'en apprends encore tous les jours. Cette filière, elle est authentique, elle est durable, elle est artisanale, certes, mais elle est tellement belle et elle est innovante. En fait, à chaque fois que je lève les yeux, je découvre quelque chose de nouveau. Et je vous invite tous à être curieux, à aller voir tout ce qu'il y a de magnifique au forum et à cultiver ça. Parce que cette curiosité, en fait, je pense un petit peu, c'est ça qu'on va réussir à donner envie aux jeunes générations, montrer que cette filière, justement, elle est pas si désuète que ça. On a reconstruit Notre-Dame. Enfin, moi, je trouve que c'est assez dingue. Et puis, on travaille le vivant, on travaille le vrai. Donc maintenant, c'est à nous de rendre la filière vivante. C'est à nous d'en parler. Si chacun ici, si tous les exposants pouvaient réussir à convaincre un jeune ou deux, ou au moins ses enfants, d'en parler autour d'eux à l'école, peut-être déjà qu'en fait, ce serait super hein, pour la filière. Moi, je disais à mon papa, j'ai eu des problèmes en chimie, et il m'a dit, mais tu fais de la chimie en école de menuiserie? Et là, j'ai réalisé que même moi, j'avais pas réussi à expliquer à mes parents clairement la portée de la filière bois. Et donc, je pense que c'est notre responsabilité à tous de communiquer là-dessus en étant passionnés, parce que cette filière, elle est passionnante. Merci Héloïse. Quel beau propos. Finalement, on n'a plus de problème pour rendre nos établissements attractifs. On les lâche, là, puis elles vont nous régler tous nos problèmes. Alors, on a déjà dépassé le temps qui nous était consacré. Donc, j'avais prévu de faire une toute petite synthèse que je vais faire en quatre lignes. Il y a effectivement un problème d'attractivité parce qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi dans nos entreprises. Ça, personne ne le nie. Tout le monde cherche du monde, mais ce n'est pas spécifique à notre filière. L'attractivité dans les métiers liés aux ETF, à ce qu'on appelle les métiers de la forêt, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, ça ne peut pas être au centre d'une grande capitale. Donc il y a des problèmes d'attractivité géographique qu'il faut savoir contourner. Et puis la grande difficulté, c'est comment rendre populaire un métier qui est de moins en moins. Parce que la France, comme tous les pays du monde, est devenue de plus en plus urbaine. Et la forêt, la vision des urbains, c'est pas la même que les gens de nos campagnes, quoi. Il y a une vision des villes et une vision des champs. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Arnaud, parce que ça, c'est le centre du problème. C'est dommage, parce qu'évidemment, les grands responsables de notre filière ne sont pas là, mais il faudra leur dire, nos écoles ont des idées pour la filière, c'est incontestable. Mais je reste convaincu, et je partage complètement l'analyse d'Arnaud, c'est que la filière, je ne suis pas sûr qu'elle ait des idées pour nos formations. La seule solution qui était envisagée un temps pour résoudre le problème d'effectifs, à mettre sur le marché du travail, c'était de créer une troisième école d'ingénieurs sur le bois. On marche sur la tête. C'est complètement débile. Si on voulait tout tuer, il fallait faire ça. Bon, il semblerait que ce soit un peu en stand-by, cette affaire-là. Mais voilà quelle est la réaction de la profession. Et c'est pas clean, quoi, cette affaire-là. Et puis moi, je l'ai dit, mais je le répète, finalement, ce qu'a dit Héloïse, c'est vrai, quoi. Si chacun d'entre nous explique ce qu'est réellement cette filière, on aura déjà fait un grand pas en avant. Donc, pour terminer, on va refaire un tour de table rapide. Et il faudra répondre en une phrase ou un seul mot. Si vous aviez une seule mesure à proposer pour dynamiser l'attractivité des métiers de la filière forêt-bois, cette mesure, ce serait quoi?
Parce que j'espère que vous êtes bien convaincu qu'il y a un souci. Hein. J'en ai une. Elle n'est pas compliquée. Si toutes les entreprises de la filière consacraient une journée par an, à faire connaître leur métier en accueillant des publics ou en accueillant des stagiaires, vous imaginez le nombre de gens qui seraient informés. C'est pas beaucoup, une journée par an. Enfin, chaque entreprise peut se permettre pendant une journée de faire de l'accueil de public. Si tout le monde le faisait, eh ben, ça nous ouvrirait un potentiel énorme pour faire découvrir les métiers. Ça fait 10 ans que je le répète, hein, je saisis toutes les occasions de le dire, donc je le redis. La pédagogie, c'est de dire et redire sans cesse. Moi, je suis en retraite depuis 3 semaines et j'ai fait ça pendant pratiquement 50 ans. Dire et redire. Arnaud. Les jeunes entendent parler du bois à la sortie du collège pour être, et Fanny l'a dit, ou menuisier ou charpentier, etc. Il faut montrer que la filière bois, c'est tous les niveaux d'enseignement pour toutes les, comment dirais-je, pour tous les projets professionnels des jeunes. Alors c'est un peu tôt de parler de projets professionnels, mais le bois est partout. C'est pas que menuisier et charpentier. On va alterner, on vous laissera conclure C'est pas très élégant de terminer par les dames. Simplement, moi je pense qu'il y a une chose importante, parce que je suis personnellement confronté à ce problème-là, c'est apprendre à communiquer. Je débarque sur les réseaux sociaux, c'est une de mes lacunes, et je n'arrive pas à me former comme il faut. Je m'appuie sur des jeunes, sur des pairs pour essayer de continuer à... On avait dit une phrase, hein, Eric. On avait dit une phrase. Voilà, communiquer. Un mot. Mademoiselle, c'est à vous. Je pense que les étudiants des écoles et aussi les hommes de métier, les hommes et les femmes de métier, doivent aller témoigner auprès des écoles leur métier du bois. Et pour prouver, c'est pour rejoindre que le bois, c'est pas que être menuisier. Et Héloïse, c'est toi qui as le mot de la fin. C'est pas facile, hein, mais c'est quand même comme ça. Allez voir les vidéos que mes collègues de l'ENSTIB ont fait, Julie et Tiffaine. Elles ont fait des vidéos qui parlent de la filière, elles en parlent avec passion. Et utilisez ces vidéos si vous n'êtes pas à l'aise avec les réseaux sociaux pour en parler. Et soyez sincères. Des fois, il n'y a même pas besoin d'écran, juste une discussion dans le bus ou un repas de famille. Expliquez ce qu'on fait vraiment tous les jours. Montrez des photos du Grand Palais là, sur vos Instagram perso, où vous dites vraiment avec vos mots à vous, vous montrez les photos et il n'y a pas besoin de savoir parler de la filière. En fait, on vit un truc de dingue et il faut juste communiquer ça, je pense. Merci Héloïse. Bon, moi je retiendrai simplement, et ce sera le mot de la fin, 3 mots qui me paraissent essentiels, qui ont été dits par nos 2 jeunes étudiantes. C'est qu'elles ont trouvé quelque chose qui donnait du sens. Donner du sens à leur vie professionnelle. C'est important de donner du sens. Et elles ont parlé de passion, et bon, ça s'est vu. Et puis elles ont parlé d'innovation aussi, et ici, on a tout ce qu'il faut pour le comprendre. En tout cas, s'il y a un vrai message à faire passer aux instances de notre filière, c'est bien celle-là. C'est que l'attractivité des métiers dans notre filière, il faut le prendre, ce problème-là, à bras-le-corps. Sinon, on risque d'avoir un foutu problème d'ici peu de temps. Merci beaucoup.